Merci à tous de m'avoir rejoint. Très content aujourd'hui de présenter au Global Microsoft 365 Developer Bootcamp. Donc aujourd'hui, la session que je souhaitais présenter, c'était la découverte de la communauté PNP, ou la redécouverte, parce qu'il y a tellement de choses que j'espère en apprendre de vous, dans le but d'accélérer vos développements, de ne pas recommencer de zéro. Donc le but de cette session, ça va être de vous partager les différents composants qui me sont utiles moi au quotidien, de la démonstration. Donc n'hésitez pas à utiliser le chat, que ce soit interactif, posez vos questions. À la fin, on pourra prendre les questions en oral. Donc pour ma part, je suis Jeff Angama, consultant Microsoft 365, MVP Office Apps et Services depuis peu. Je suis plutôt technique sur toute la partie automatisation de processus, création d'intranet. Donc mes outils, ça va être SharePoint, Nintex, Flow, enfin Power Automate, Power Apps. Plus récemment, le Dataverse, j'ai failli dire le CDS, attention, Dataverse. Et donc, on va pouvoir commencer. Merci au support de Microsoft pour cette session et aux organisateurs. Donc, comment ça va se dérouler? Agenda, donc introduction à PNP, qu'est-ce que c'est? Avec des exemples de cas d'usage, comment on va l'utiliser, et des démonstrations, suivies d'une conclusion, bien sûr. Donc, savoir un petit peu l'audience aujourd'hui, êtes-vous plutôt développeur? N'hésitez pas à mettre dans le chat. Est-ce que vous êtes IT, développeur, administrateur, business, citizen développeur encore? Et est-ce que vous avez utilisé déjà PNP? Quelle partie? N'hésitez pas à écrire dans le chat. Ça, on va pouvoir adapter ce que vous avez utilisé de PNP. On a du dev, merci Manu. PNP PowerShell, ok. Très bien, très bien. Donc une introduction à PNP. À gauche, je vous ai mis la vie sans PNP, c'est-à-dire qu'on commencerait beaucoup de choses de zéro, feuille blanche. Et à droite, quand on a PNP, ben, on a beaucoup de contenu partagé par la communauté. Donc PNP, c'est une communauté avant tout, je vais vous en parler par la suite, avec beaucoup de composants sur étagère qu'on peut réutiliser et ne pas commencer de zéro. Donc PNP, ça veut dire quoi? Partner and Practice, historiquement plus basé quand même pour SharePoint. C'est une collection d'outils qui permet de ne pas commencer de zéro, de pouvoir faire du scripting très simplement, de réutiliser des web parts. Donc on va voir ça dans les prochains slides. Donc c'est une association, enfin je sais pas exactement le titre qu'ils ont créé, mais en tout cas c'est une open source, association open source. S'il y a des bugs dessus, le support Microsoft premier ne prend pas en compte. Pour info, c'est vraiment de l'open source basé sur le volontariat de la communauté, donc des professionnels comme nous et de Microsoft. Et il faut savoir que s'il y a des composants qui sont bien utilisés, Microsoft parfois les intègre directement à Microsoft 365 et on voit leur apparition dans l'application docsmicrosoft.com. Donc dans le but de partager, de réutiliser et ne plus commencer de zéro. Donc il y a aussi des bonnes pratiques de la documentation, comment utiliser les content types par exemple dans SharePoint, quelle bonne pratique pour créer un intranet. Il y a aussi de la documentation, il n'y en a pas que pour les développeurs ou les techniques. Comme je disais, Microsoft fédère beaucoup ça. Donc quelques exemples selon les différents profils. On va avoir pour les développeurs métiers, les citizen développeurs on appelle ça, des formatages de vues et des formatages de colonnes. Donc avec un code JSON que je vais montrer par la suite, vous pouvez vous copier-coller ce code et directement ça le met en forme. D'ailleurs, il y a une session en parallèle là-dessus actuellement. Je vais montrer quelques exemples, mais je n'irai pas autant en détail que la session en parallèle. Vous avez des guidance, du coup, des bonnes pratiques sur SharePoint, etc. Pour les développeurs, on va pouvoir, dans le cadre de vos développements, si vous en faites sur SharePoint, vous avez différents environnements, développement UAT, production. Vous allez pouvoir plus facilement déployer vos composants, que ce soit des sites, des listes, du contenu, des colonnes entre les environnements. Vous allez avoir des composants SharePoint Framework, donc SPFX, des applications aussi pour Teams. Et les développeurs peuvent aussi utiliser, bien sûr, les formatages de vue de colonnes, notamment quand on fait des appels à Power Automate sur une liste SharePoint, on a un petit bouton Power Automate qui, lui, du coup, est un formatage de colonnes. Enfin, pour les administrateurs Microsoft 365, eux aussi vont pouvoir faire du déploiement d'artefacts SharePoint ou Teams
déployer entre les environnements. Aussi parfois configurer tout ce qui est canaux dans Teams, enfin du provisioning qui se ferait de manière automatisée. On va pouvoir le faire avec PowerShell PNP. Et enfin, avec Office CLI, si vous voulez administrer votre plateforme depuis Linux ou Mac, c'est aussi possible. Il n'y a pas forcément besoin de PowerShell. Il y a une communauté qui reprend beaucoup de commandes pour un projet qui reprend beaucoup de commandes pour ces plateformes plus open source. Donc avant de passer au cas d'usage, petit rappel de où trouver les ressources. Donc pour suivre l'actualité, il y a le Twitter bien sûr, M365PNP. Le point d'entrée, ça va être pnp.github.io. Là, vous avez vraiment tous les partages qui sont faits autour de la communauté. De manière bi-hebdomadaire, je crois, il y a des vidéos pour partager de l'information, comme on le fait aujourd'hui. On peut, comme tout professionnel, partager de l'information. Et aussi, toutes les nouveautés sont présentées via ce canal-là YouTube. Donc là, un aperçu de la chaîne YouTube. On voit qu'il y a pas mal de choses sur la moderne UI, créer des adaptative cards, du C# aussi, du bot. Enfin, c'est vraiment très vaste. C'est un bon point d'entrée pour se mettre à jour sur la plateforme. Donc, entrons dans le vif du sujet. Parlons un peu des composants et des initiatives qu'il y a sur PNP. Donc, quelques exemples ici. Vous êtes une société, vous avez besoin de créer un intranet. Plutôt de commencer de zéro, vous allez pouvoir partir de choses qui existent. Vous allez pouvoir vous alimenter par exemple, d'un organigramme, d'un composant pour afficher les anniversaires, dans le but de réduire les coûts de développement, bien sûr, parce qu'on se base sur des choses existantes, on s'inspire de choses existantes. Donc, premier partage que je souhaite faire, alors ça, je ne sais pas si c'est vraiment PNP, peut-être initialement oui, après ça a été intégré par Microsoft. Vous avez le site lookbook.microsoft.com, je vais aller directement dessus, qui vous montre beaucoup d'exemples de sites afin de initialiser rapidement des sites. Et ça, en quelques clics, vous créez un site SharePoint directement avec le bon design. Je vais partager mon écran. Là, je suis sur le site lookbookmicrosoft.com. Vous avez un certain nombre d'exemples en cliquant ici, là, See Examples. Ils ont rajouté récemment un site pour l'onboarding des employés, donc l'arrivée d'un employé en entreprise. Des modèles aussi pour informer sur le Covid. Donc, si vous cliquez un des modèles qui vous intéresse, là, par exemple, je suis une école, j'ai des modèles de sites pour de l'école, un département qui veut lancer, par exemple, un site sur les ressources humaines. Je clique le modèle ici. Ça me dit tout ce qu'il y a dedans comme composants. Donc, un header, un méga menu, etc., des web parts. Donc, un certain nombre de web parts qui ont été développés par la communauté sont directement intégrés dans ce modèle. Je fais Add to your tenant. Je me connecte à mon tenant directement. Donc là, il me demande de m'authentifier avec Microsoft Authenticator. Donc, je ne l'ai pas fait, donc je vais peut-être pas le faire rapidement parce que ça va me prendre un peu de temps de configurer sur ce nouveau tenant. Mais en gros, quand vous suivez les étapes, vous cliquez sur OK, j'accepte d'installer. Et après, ça va vous créer le site. Donc là, je suis sur un exemple de site que j'ai pu créer hier. Aujourd'hui, il m'a demandé le MFA, je sais pas pourquoi. C'est une bonne pratique d'ailleurs. Donc là, j'ai un exemple de site qui a été créé. Directement, il m'a mis une web part de compte à rebours sur la droite, des news. Des fois, ça vous provisionne même les sites faisant partie d'un website. Là, c'est des composants que moi, j'ai ajoutés par la suite. Je vais vous montrer un petit peu après. Donc là, vraiment, on a le début pour commencer un site SharePoint sans passer du temps à créer toutes ces web parts, à les ajouter sur son site. On peut instancier comme ça des sites. Ça, je vous invite à regarder SharePoint Lookbook quand vous voulez commencer un nouveau site. C'est bien organisé. Après, quand on veut aller plus loin, quand on est développeur ou on connaît un peu la technique, on peut installer le PNP Starter Kit, qui est aussi une initiative de PNP. Et là, on va avoir un modèle un peu plus poussé, avec directement des web parts développés par la communauté, qui sont ajoutés. Donc, par exemple, sur la droite, les meetings qui vont arriver. Là, ça tape dans Graph pour remonter les meetings d'Outlook ou mes tâches d'Outlook. Là, directement, on a des web parts qui sont intégrés. Donc, il y a toute une tutoriel à suivre pour l'installer. Si je vous montre ça. Donc, bien sûr, ça se passe sur GitHub. Donc, comment l'installer? Il y a quelques prérequis. Ça marche aussi sur SharePoint 2019.
En prérequis, donc là vous avez les objectifs. En bas les prérequis, ben, il y a par exemple se donner les droits sur le term store, avoir son tenant en target release for everyone. Donc ça c'est important. Si votre tenant est juste en déploiement de feature normal, on va dire, ça va pas fonctionner parce qu'il y a certaines boîtes parts, j'imagine, qui se basent sur les API de Graph qui sont pas encore sortis en production, en GA, qu'il faut se mettre en first release. Avoir un app catalogue pour pouvoir mettre vos applications dedans. Et puis après, vous faites un git clone de ce projet. Je vais sur ce projet, je copie l'adresse ici. Je vais dans Visual Studio. Je me mets sur un dossier de mon poste. Clone. Comme là, je l'ai déjà, il n'a pas aimé. Donc, je vais créer un autre dossier. Je crée un dossier, je vais dans ce dossier. Git clone pour récupérer toutes les sources. Donc, imaginons que j'ai fait tous les prérequis listés sur le site. Et dans les prérequis, du coup, il va falloir installer PNP PowerShell. Et pour ça, j'ai mis les commandes plus loin dans les slides. Donc, en fonction de votre plateforme, vous installez le PNP PowerShell qui va bien, donc 2019 ou online. 2013 et 2016 ne sont pas supportés. Puis après, il y a ces deux commandes à taper. Donc, connect PNP online, je mets l'adresse d'un site existant. Et je fais apply PNP template. Donc, ça va appliquer le modèle de site sur le site qui a été créé, qui s'appelle Intranet PNP ici. Donc là, je suis pas allé jusqu'au bout par manque de temps. Là, ça récupère les sources, mais dans l'idée, voilà, si vous configurez tous les prérequis, le site arrive directement pré-provisionné comme ça, et vous avez une bonne base de sites intranet pour aller plus loin. Et du coup, ça vous évite aussi d'installer plein de webparts SharePoint Framework, puisqu'elles sont directement installées pour vous et réutilisables dans votre plateforme, donc dans tout site SharePoint. Donc là, il tourne toujours le git clone. Quand ça se termine, bah, il suffira juste de taper ces deux commandes ici pour l'appliquer. Donc ça, c'était PNP Starter Kit. Ensuite, d'autres initiatives qui sont très populaires sur PNP, c'est le formatage des colonnes et le formatage des vues. Donc ça, sur mon blog collabmania.com, j'ai référencé pas mal de formatage en mettant des screenshots à chaque fois, parce que je trouve que c'est ce qui manquait un petit peu sur GitHub. Donc là, si je vais sur GitHub pour le formatage des colonne formatting, SharePoint, on tombe ça sur Google, en général on tombe dessus. Alors plutôt le site GitHub directement. Voilà, on va voir toute une liste ici de formatage. Par exemple, si je vais sur formatage de colonne qui permet de mettre en formulaire SharePoint en mettant des pastilles comme ça. Alors ça maintenant, c'est déjà dans les Microsoft List. Je vais prendre peut-être un autre exemple. Après visu d'un fichier, par exemple, si vous voulez mettre directement un bouton qui ouvre le fichier dans un nouvel onglet en plein écran, eh bien voilà, vous pouvez le faire. Ça vous permet de l'ouvrir plus rapidement. Donc pour ça, vous avez le code ici, generic file preview.json. Vous copiez-collez ce code-là sur la colonne et directement, ça va le mettre en forme. Donc j'ai préparé quelques démos pour ça. Donc là, je l'ai mis directement dans Teams. J'ai créé une Microsoft List. Donc je suis dans Teams, équipe marketing a besoin d'avoir des documents de référence. Donc ici, je leur ai créé une liste, donc avec Microsoft List ici directement en anglais, Microsoft List. Après, je suis allé sur la colonne. Donc j'ai créé une colonne de type texte. Par exemple, on en crée une autre. Ouvrir le fichier. Colonne type texte. L'envoi, je l'ai déjà fait sur cette colonne ouvrir fichier. Je vais dans les options colonne setting, format this column. On a des formatages par défaut proposés maintenant. Sinon, on colle ici directement le code. Donc, je vais aller prendre le code sur le site que je vous ai montré tout à l'heure. Je colle le code, preview, et direct, on voit que ça fonctionne. Ça permet depuis Teams, d'ouvrir le document dans un nouvel onglet. On sauvegarde, on ferme ça, et on a notre colonne. J'ai mis un autre
une autre colonne de type texte, long texte. Donc là, il y a une fonction aussi en colonne formatting pour mettre le texte directement en plus grand. Donc pour ça, là, vous voyez qu'on voit pas grand-chose sur ce texte qui est très long en fait. Je dois cliquer sur le bouton ici pour le mettre en plus grand. Si je veux directement qu'il s'ouvre, je prends le colonne formatting ici. Là, imaginez, vous avez un client qui vous demande ça. Est-ce que tu peux m'afficher le texte de base? Ah oui, tiens, ça a été fait par Chris Kent. Comment passer de ce texte ici condensé à le texte complet? Et bien pour ça, il y a juste à prendre de la même manière le code JSON ici, et je le colle dans le formatage de colonne par ici. Voilà. Donc là, c'est un très long texte, ça prend beaucoup d'espace, mais on a pu y parvenir comme ça. Donc il y a plein d'exemples comme ça. Si vous allez sur mon blog, Collabmania, vous tapez, c'est le nom de mon blog, column formatting. Faites vos courses, je vous invite. J'essaie de tenir la liste à jour tous les mois à peu près. Je passe sur le GitHub et je mets un petit peu les nouveautés qui ont été mises sur le GitHub. Donc là, par exemple, vous avez une date, vous l'affichez en calendrier. Donc voilà, il y a toute une page comme ça pour voir directement les prévisualisations de tous les formatages qui sont proposés, sans aller sur GitHub et cliquer sur chaque dossier. J'ai fait la même chose pour les columns view formatting, pardon. Donc là, ça va être au niveau d'une vue, si on veut mettre en forme plein de choses. Par exemple, passer d'une liste SharePoint comme ça à une vue un peu plus data card. Mettre les infos du métro de Londres. Ça, c'est sorti il n'y a pas longtemps aussi sur une timeline sur une page SharePoint. Voilà, je vous laisse voir un petit peu les exemples. J'en ai répertorié un peu plus ici. Donc là, ce qu'on connaît beaucoup plus, c'est lancer un Power Automate. Donc j'ai ici sur la colonne lancer un commentaire, le bouton déclenche un Power Automate. Donc, pareil, je vous ai mis le lien ici. Il y a là, par exemple, une couleur en rouge. Là, pas mal d'exemples en plus. Ça, sorti il n'y a pas longtemps, le Tracking Details, une société qui veut tracer l'envoi d'un colis, par exemple. Et ben, le statut s'affiche un petit peu comme on voit sur Amazon pour savoir où ça en est. Donc, voilà quelques exemples. Un exemple aussi sur du document, quand on veut afficher quand le document est publié, vient en draft. On peut l'afficher directement couleur ici. Donc là, c'est le formatage de vue. On va un peu plus loin. Par exemple, je peux afficher sur ma vue de liste SharePoint les entrées qui me concernent moi. Donc là, ça se survole, la couleur se met en bleu quand c'est mes entrées. Ici, c'est directement un affichage plus en mode carte. Et là, le composant anniversaire sur la droite. Ça, je vous fais une petite démo de comment ça se configure. Si je vais sur l'intranet, que j'ai créé tout à l'heure. Donc j'ai déjà configuré là sur la droite, birthday. Comment on le configure? Ben, on va aller voir le composant birthday directement comment il se configure. Donc là, j'avais mis le lien ici. Donc là, on nous dit qu'il faut un certain nombre de colonnes, donc titre, job title, email, birthday. Donc il faut créer une liste en fait, Microsoft List, avec ces colonnes-là, et faire une colonne de type calculé pour calculer la date qui correspond bien. Une fois que vous avez créé cette liste, encore une fois, vous prenez le JSON ici. Donc là, c'est beaucoup plus long. Vous allez sur la liste que vous avez créée. Donc, je ne vais pas créer la liste pour gagner du temps. On va directement aller dessus. Ici, birthday. Je vais sur une vue, par exemple, celle-ci par défaut. Je fais Format Current View. Et je colle directement le code que j'ai trouvé. Et là, on voit qu'il me met en forme directement. Donc c'est comme ça que j'ai affiché en page d'accueil ce composant qui affiche l'anniversaire du jour. Donc c'est pas mon anniversaire et c'est pas la bonne date d'ailleurs. J'ai juste un peu trafiqué le composant pour afficher l'anniversaire du jour. Donc voilà, ça c'était un quick win, on va dire, c'est JSON. D'ailleurs, Chris Kent a fait un composant où on peut directement faire le composant HTML, donc en CSS, etc. Et il vous génère le code JSON à côté. Donc là, je l'ai pas retrouvé, je le mettrai dans les slides.
Ça vous permet de ne pas générer le code JSON. Donc un autre partage de la communauté, c'est les composants SharePoint Framework, donc SPFX. Donc là sur la gauche, quand vous arrivez sur un intranet, vous voulez faire le tour d'horizon des composants de la page d'accueil, par exemple, eh bien il y a un composant qui fait le tour des différents composants. N'hésitez pas à mettre dans le chat si vous avez des choses que vous avez découvert déjà avec PNP qui sont utiles. Balancez un petit lien, ça profitera à tout le monde. Chaque personne, selon ses appétences et ses besoins, va trouver différentes choses. Là, j'avais un besoin en bas à droite de mettre dans Teams tous les sites SharePoint. Donc, pareil, il y a une webpart SharePoint Framework qui liste tous les Office 365 groupes, les SharePoint ou les dossiers OneDrive partagés, qui est très bien faite, sortie il n'y a pas longtemps aussi, qui est disponible. Ça aussi, ça a été mis dans la doc du coup Microsoft. Tout ce qui vous concerne vous, il y a une application dans Teams où vous allez pouvoir afficher vos tâches, vos meetings à venir et tout ça grâce à ces composants PNP. Ça, c'est les composants plutôt SharePoint Framework. Donc, comment ça se passe pour l'installation? Là, c'est un peu plus compliqué. Donc, si je vais sur un exemple ici. Donc là, il y a un repo spdevfx webpart qui se trouve un peu en bas dans la liste des repos. Devfx webpart. Voilà. Et dedans, moi, j'avais trouvé celui qui affiche, qui m'intéressait là. Ça permet de vérifier les permissions d'un utilisateur. Plutôt que passer par l'interface classique de SharePoint, vous pouvez directement le faire sur une page que vous laissez à destination des administrateurs. Vous pouvez le faire directement dans la webpart ici. Je vous montre à quoi ça ressemble. Exemple, je veux vérifier les permissions d'un utilisateur. Donc là, un développeur a fait ce composant. Je peux chercher les permissions qui ont été appliquées pour John Doe. Donc on voit qu'il est dans le Teams qui s'appelle MVP. Il y a une deuxième fonctionnalité, c'est de vérifier qui sont les groupes d'un groupe Office 365. Donc là, j'ai un Teams qui s'appelle Marketing. Qui est-ce qui est dedans? Donc là, il n'y a que moi. Donc comment j'ai mis ça en place sur mon tenant? Je reviens sur le composant ici. Donc je vais sur le repo donc spdevfx. Je fais un git clone de ça. Ça va prendre toutes les webparts qui sont à disposition dans ce repo, donc il y en a pas mal. Désactivez votre antivirus qui scanne en temps réel, parce que ça va prendre du temps. Parce qu'à chaque fois, il va scanner chaque fichier qui arrive sur votre poste. Et une fois que vous l'avez sur votre poste, ce repo, vous faites ce qui est marqué en bas. Donc là, npm install, gulp bundle pour créer le package, gulp package solution pour créer le package SharePoint. Et après, vous le téléchargez dans l'app catalogue. Donc là, le fichier et les commandes, je les ai déjà faites. Et j'ai téléchargé le fichier dans le site app catalogue, donc apps for SharePoint. Le fichier qui est généré, je le télécharge ici. C'est un SPKG. Je le dépose ici, on fait déployer, deploy. Et après, il devient disponible en tant que webpart dans votre site SharePoint. Donc après, vous faites edit sur une page. Alors, il se peut qu'il y ait une étape supplémentaire, c'est de faire ajouter une application ici. Donc, vous faites ajouter une application et vous ajoutez l'application déployée. Donc là, moi, elle se trouve. En général, elles vont se mettre ici dans Other. Comme j'ai installé le PNP Starter Kit, j'en ai beaucoup plus. Donc, il y a celle que je viens de vous montrer, la Check User Group. Il y a aussi des contacts récents. Donc, tout ça, ça vient de PNP Starter Kit. Et la webpart tout à l'heure, MySite, qui montre mes différents sites auxquels j'appartiens. Donc après, vous avez le code disponible sur votre ordinateur, donc vous pouvez très bien l'éditer et enrichir cette webpart et ça vous fait un début de composants à éditer. Ça, c'était les SharePoint Framework, SPFX. On a couvert là dans la démo l'intranet logbook, les SharePoint Framework, SPFX et le formatage des colonnes. Donc ça intéresse surtout les développeurs. Maintenant, intéressons-nous plus à ce qui intéresse les administrateurs et aussi les développeurs. PowerShell PNP. Donc quelques exemples. Vous allez pouvoir automatiser dans votre entreprise, par exemple, le provisioning des sites SharePoint ou des Teams. On parle surtout aujourd'hui de Power Automate et de Power Apps pour faire des demandes après créer automatiquement. Mais pourquoi pas demander à PowerShell d'aller se brancher sur une liste
où il y a les demandes de création et de créer automatiquement un site avec un modèle qui provient, pourquoi pas, de SharePoint Lookbook. Donc en sauvegardant ce modèle en fichier XML, vous allez pouvoir l'appliquer sur tout site grâce aux commandes PNP PowerShell. Aussi, quand vous faites vos développements en tant que programmeur, copier des listes d'un site à un autre. Si je veux copier le site, l'application d'anniversaire que vous avez vu tout à l'heure sur un autre site, plutôt que recréer les colonnes à la main, je vais pouvoir copier cette liste, l'exporter en fichier XML et l'appliquer sur un autre site. On va pouvoir aussi manipuler Teams, créer des canaux, tout ça directement depuis PowerShell. Et ça va aussi servir pour ceux qui font de la Power Platform, puisque s'ils n'utilisent pas Dataverse, le déploiement d'artefacts qui vous permet de faire vos applications n'est pas automatisé. Donc c'est à vous soit de le faire à la main, de créer vos listes sur les différents environnements de test et de production, ou bien de faire des scripts PowerShell qui vont déployer directement ça pour vous. Très pratique, surtout quand vous avez une dizaine de listes à déployer qui font partie de votre solution. Donc comment ça s'installe PowerShell PNP? Comme je vous l'avais dit tout à l'heure, il faut d'abord l'installer sur votre poste, vous lancez PowerShell en tant qu'admin et vous installez le bon module en fonction de votre environnement. Sachez que si vous voulez avoir des commandes, si vous gérez pour des clients par exemple des environnements 2019 encore en on-premise ou des environnements en ligne pour d'autres clients, vous pouvez en fait, vous devez du coup sauvegarder chacun des modules séparément et l'utiliser après dans votre script. Donc ici, c'est ce que je vous ai mis ici, c'est MVP qui a partagé ça. Donc vous faites save module qui vous intéresse dans un dossier. Donc là, par exemple, je veux sauvegarder PowerShell Online. Et quand je veux l'utiliser dans un script PowerShell Online, je le référence comme ça avec import module. Sinon, si vous faites pas ça et que vous avez installé sur votre machine plusieurs versions, il va prendre, je crois, la dernière. Donc il va essayer de faire des commandes de 2019 sur le online. Il y a des choses qui vont pas être pareilles, ça va pas fonctionner. Et vice versa, il y a des commandes qui ne marchent pas sur on-premise, qui nous proviennent du PNP online, qui ne vont pas fonctionner sur 2019. Donc, dans vos scripts, vous pouvez mettre ces deux commandes, cette commande import module pour référencer le bon. Donc après, comment ça marche? On se connecte au site avec Connect PNP Online. Vous tapez l'adresse de votre site et vous démarrez la commande qui vous intéresse. Donc là, un exemple. Si vous devez appliquer un modèle de site, donc vous avez fait un site pour un client en clic-clic, etc. et vous voulez le packager, vous avez la possibilité de le faire en faisant get PNP provisioning template. Ça va vous sortir un fichier XML avec toute la définition du site, la navigation, les permissions, les pages qu'il y a dedans, les listes qu'il y a dedans. Et après, vous vous connectez au site de destination et vous faites apply PNP provisioning template pour appliquer tout ce modèle XML. Alors bien sûr, ce modèle XML est modifiable à souhait. Vous pouvez que prendre certaines parties, en enlever d'autres. Moi, par exemple, je sais que des fois, il y avait des erreurs, des erreurs sur la partie permission. J'ai enlevé cette partie permission directement de XML plutôt que prendre du temps à corriger et j'ai appliqué comme ça. Ou bien, vous voulez dupliquer 10 fois la même liste, vous pouvez copier-coller la partie de XML qui vous intéresse et dupliquer la liste directement dans l'XML et après l'appliquer sur un site. Sachez quand vous connectez à un environnement, plutôt que retaper vos identifiants, vous pouvez sauvegarder vos identifiants dans le trousseau Windows. Et comme ça, quand vous vous connectez, vous tapez juste l'entrée en référence que vous avez appelée, moi je l'ai appelé ici MIS DFJEF, et ça vous permet de ne pas vous connecter à chaque fois que vous faites des commandes PowerShell. Donc ça, c'est bien pratique. Un autre exemple, du coup, quand vous voulez packager vous-même vos listes, il va falloir créer la liste en code, par exemple. C'est le plus simple, je trouve. Des fois, l'XML ne fait pas tout. Donc là, par exemple, je crée un type de contenu, Action Register. Je crée des colonnes que je vais ajouter à ce type de contenu. Et après, je les associe directement à ma liste SharePoint et ça me permet d'éviter de les faire à la main. Un certain nombre de choses ne sont pas possibles en commande rapide. Donc là, on a vu qu'on a add PNP field, ajouter une colonne de type date, de type texte, de type choix. Il y a des choses qui ne marchent pas comme ça directement, notamment quand vous voulez créer une colonne de type date sans l'heure. Donc là, on repasse en fait sur de l'XML. Donc là, j'ai fait une petite fonction, par exemple, pour créer ce type de colonne date sans heure. Donc ça, libre à vous si vous êtes développeur d'aller faire évoluer PNP pour créer la commande. Sinon, va falloir passer par du XML comme ça. Il y a toujours des workarounds pour y arriver.
Un autre exemple de PNP PowerShell, ça va être d'appliquer des thèmes directement sur un site donné. Donc, vous créez votre thème avec des outils qui permettent de générer des thèmes comme ça pour vos intranets. Et vous vous connectez au site donné et vous appliquez votre thème. Dans une logique de provisioning de site, vous pouvez utiliser ça pour appliquer directement le thème de votre entreprise sur un site donné. Donc, sans plus attendre une démonstration, par exemple, de copier-coller cette liste anniversaire d'un site à un autre. Donc, j'ai préparé un script ici. Donc ici, j'ai mon site intranet que je vous ai montré tout à l'heure. Je me connecte à ce site. Le nom de la liste, c'est birthday. Vers quel fichier XML je vais l'exporter? Je vais mettre un petit 2 ici pour pas avoir de soucis. Je vais exporter la liste. Donc là, j'ai fait le choix de... il y a des commandes pour juste exporter une liste plutôt d'exporter tout le site. Sinon, moi, j'ai pas envie de prendre toutes les pages, je veux juste prendre cette liste. Donc là, voilà la petite commande pour ça. Donc si on exécute cette commande-là, directement ici, je tape mes identifiants. J'espère qu'il ne va pas me demander le MFA, comme tout à l'heure. J'ai joué la démo hier, ça marchait bien. Donc on va voir. Et donc, il ne s'est pas connecté. Je reteste. Un autre compte au cas où. Sinon, je pense que c'est à cause du MFA. Non, il veut pas. Bon, désolé. Donc quand on exécute cette commande, toutes ces commandes, ça vous sort un fichier XML. Donc je l'avais fait hier, ça tombe bien. Donc là, on a le nom du site. Si je ferme un peu tout ça, on a du coup la liste ici, birthday. Et il m'a déjà mis du coup le colonne formatting que j'avais mis. Donc là, on a toute la définition de la liste avec ses colonnes, etc. Ici les colonnes et ici la vue. Et donc, une fois que c'est sorti comme ça en XML, je fais cette deuxième partie. Donc là, je vais sur un autre site, donc intranet 2 par exemple, et j'applique le modèle XML à ce site-là. Donc là, je vais pas le faire parce que effet démo, désolé. Du coup, le but, c'est qu'après, dans le site, on a directement la liste d'anniversaires qui fonctionne et on n'a pas à le refaire à la main. Pratique quand on veut passer d'un client à un autre, un composant, ou d'un environnement à un autre. Donc là, on peut imaginer que ça a recréé la liste BOSD avec son formatage. Donc en conclusion, les utilisateurs avancés, regardez un petit peu dans le GitHub ou sur mon blog qu'est-ce qui peut vous servir pour formater vos colonnes et vos vues. N'hésitez pas à vous mettre à jour sur ce qui se passe sur la communauté via le YouTube et le compte Twitter. Pourquoi pas aussi contribuer via le GitHub de la communauté aux documentations et aux différents composants. Donc le point d'entrée, c'est vraiment pnp-github.io. D'ailleurs, il me reste un peu de temps, donc je vais pouvoir aller y connecter. Donc là, sur ce site, on voit vraiment toutes les initiatives, les différentes réunions qui vont arriver. Donc là, je vous ai présenté, moi, SharePoint Framework. Ici, il y a de la documentation. Vous avez, quand vous passez de on-premise à Office 365, Microsoft 365, pardon, vous avez ici aussi des outils qui vous aident à trouver, par exemple, tous les workflows qui sont à redévelopper pour pouvoir automate. Donc, ça a bien servi quand ils ont arrêté Workflow 2010 récemment pour trouver où étaient développés les outils. Et là, en bas, il y a les différents composants WebPart, les extensions de SharePoint Framework, le lookbook. Donc ouais, c'est bien une initiative PNP, les formatages de vues et de colonnes. Donc c'est vraiment le point d'entrée ici, tout ce qui a été mis à disposition. N'hésitez pas à partager aussi avec la communauté vos composants. Je vous ai mis dans les liens utiles donc le lookbook qu'on a vu au début, la partie PowerShell PNP, comment aller créer votre thème avec l'outil qui va vous permettre de mettre après les codes couleurs dans le code PowerShell.
Un bon projet aussi je sais pas, dans SharePoint On-Premise, on avait un centre de recherche très avancé et beaucoup moins fourni sur la moderne interface. Donc Franck Cornu, un MVP, a refait toutes les web parts et est allé bien plus loin aussi avec plein d'autres personnes. Donc ils ont créé un repo Modern Search avec plein de web parts sur la recherche en mode avancé, le refiner sur la gauche, etc. Chrome Editor aussi qui se met, quand vous faites F12 sur Chrome, vous pouvez directement taper des commandes PNP-JS dedans ou éditer du code qui se trouve dans la style library de site SharePoint. Et différentes ressources, donc mon blog pour les différents formatages. Donc merci pour votre attention. Petite citation, c'est work smarter, not harder. Évidemment, quand on est développeur, on a envie de se faciliter la vie, donc on va aller au plus direct en réutilisant du contenu existant et partagé par les autres développeurs. S'il y a des questions, n'hésitez pas à vous démuter. Je vais regarder le chat. Merci beaucoup pour ta session, Jeff. Ouais. C'était très intéressant. Je vois pas de questions. Ça a été très exhaustif. N'hésitez pas si vous avez des questions, on a encore un peu de temps. Ou des retours d'expérience de qu'est-ce que vous avez utilisé dans PNP qui vous a bien servi. Ok, s'il n'y a pas de questions, je vais couper le record ici. Est-ce qu'il y a des questions qui arrivent dans le chat? Je suis en train de regarder. Ouais, j'en ai une là. Je débute dans le développement SharePoint, particulièrement les web parts. Par rapport aux méthodes de développement et de modification de web parts, est-il propice d'utiliser SharePoint Framework, PNP.js ou les deux? En fait, SharePoint Framework, ça va être la web part, donc le widget, un peu comme dans WordPress. Et PNP.js, c'est le code qui va être dedans pour faire facilement appel au contenu de SharePoint. On peut coder avec du REST, enfin plein d'interfaces possibles, mais PNP.js va faciliter grandement quand vous êtes dans une SharePoint Framework de coder pour SharePoint. Donc il me semble que SharePoint Framework est un framework exactement, que PNP.js est une librairie dans certaines recherches. Je suis tombé sur aspect PNP.js. Alors oui, quand vous trouvez du code qui est vraiment du JavaScript, là ça va être du JavaScript dans l'ancien monde, quand il n'y avait pas les SharePoint Framework, on n'avait pas de TypeScript. Et d'ailleurs, quand on est sur du SharePoint On-Premise, 2013 par exemple, vous n'avez pas de TypeScript, eh bien vous pouvez directement coder en JavaScript. Donc je préférais plutôt les codes en TypeScript, et d'ailleurs tout ce que j'ai montré aujourd'hui, ça va être du TypeScript. Dites-moi si ça clarifie, Manu. Voilà, TypeScript c'est devenu le standard maintenant pour les composants. Ok, top. Merci à tous en tout cas. Je reste disponible dans le chat, mais vous pouvez me contacter sur Twitter, LinkedIn pour plus échanger ou dans le chat de la Teams.